Bonjour à tous, je m'appelle Romain Constant, je suis donc vétérinaire depuis 10 ans, ça fera 10 ans au mois de juin. Et j'ai, par différents événements au cours du début de ma carrière professionnelle, choisi une direction un peu différente d'une médecine occidentale qu'on pratique par ici, et qui est donc la pratique de la médecine chinoise. Alors, je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'on parle ici bien de médecine chinoise. L'acupuncture, c'est donc un des moyens qu'on utilise pour traiter en médecine chinoise, tout comme le sont les plantes, les massages, l'acupressure, et la nutrition. Donc, comme je l'ai dit, avant toute chose, je suis vétérinaire. J'ai pratiqué pendant quelques années, et puis il y avait des choses qui ont fait que je ne m'y retrouvais pas toujours dans les cas que je voyais. C'était parfois assez compliqué pour moi d'avoir une image claire de ce que je pouvais observer. Et du coup, voilà, essayer de trouver autre chose. À l'époque, il y avait une réflexion sur l'ostéopathie, en tout cas me concernant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ostéopathes, déjà, c'est quelque chose qui est à la mode depuis bien plus longtemps que l'acupuncture, je pense. Et voilà, et j'ai eu la chance d'aller faire une conférence à la faculté vétérinaire à Liège, qui était organisée à l'époque sur toutes les approches parallèles à la médecine conventionnelle. Et un des sujets, c'était l'acupuncture. Alors, je dois bien admettre que j'avais jamais réellement pensé à ça. Et puis ce sujet m'a passionné parce que le prof était intéressant, parce que le prof nous a fait part de son expérience, et que j'ai eu la chance d'aller converser avec lui à la fin de la conférence. Et voilà, ça m'a motivé. Et du coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait se former là-dedans. Et donc il m'a dit, écoute, nous les cours commencent là, dans peu de temps, donc tu peux t'inscrire si tu n'as pas peur de l'anglais. Alors heureusement, je n'ai pas trop peur de ça, donc c'était assez facile. Et voilà, donc pour se former en médecine chinoise vétérinaire, il faut donc être diplômé vétérinaire. C'est le prérequis indispensable. Et puis après, se former dans différentes écoles. Alors moi, je suis formé à la BVAS, donc c'est la Belgian Veterinary Acupuncture Society, qui elle dépend de l'IVAS, International Veterinary Acupuncture Society. Et donc c'est un cursus supplémentaire au cursus de médecine vétérinaire, qui se déroule sur, pour mon cas en tout cas, 2 ans à la BVAS, à la grosse touche, 2 ans, avec des cours théoriques assez intenses, et également des week-ends de formation pratique, qui nous mènent à un examen aussi bien théorique que pratique. Et cet examen nous permet évidemment d'avoir ce diplôme. Alors, pour obtenir le diplôme, en plus, il faut compléter des cas cliniques, donc des cas cliniques de sa propre pratique, évidemment, qu'on va faire nous-mêmes, qu'on va renseigner sur papier, qu'on va envoyer à nos profs. Et puis ces cas cliniques sont envoyés aux États-Unis pour que le diplôme soit validé. Ce qui m'a donc permis d'obtenir mon diplôme d'acupuncture vétérinaire en octobre 2018. Donc voilà, et puis déjà à ce moment-là, je pratiquais. Donc assez rapidement, j'ai eu, je pense, quand même un déclic.
pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. J'ai des collègues avec qui j'ai fait la formation qui, à l'époque, ont même décidé de ne pas passer l'examen parce que c'était un peu complexe pour eux. Et j'en ai même qui aujourd'hui ne pratiquent pas spécialement l'acupuncture. Donc voilà, je pense qu'il faut pratiquer, il faut se déclic, il faut comprendre et il faut en faire plus et plus. Il est évident qu'aujourd'hui je travaille plus vraiment comme je travaillais il y a maintenant un peu plus de 6 ans, oui. Et que je travaille même pas comme je travaillais il y a 4 mois ou 5 mois, puisqu'on apprend régulièrement, on apprend des nouvelles techniques, on apprend de nouveaux points. Et donc voilà, je crois qu'avec Audrey, ça fait maintenant 4 ans, si je ne me trompe pas, qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que ça m'a permis de quand même aborder globalement une approche que j'aime particulièrement et qui est l'approche du cheval de sport. Je dirais qu'aujourd'hui, ça fait vraiment... C'est une grosse partie de ma pratique. Je pense qu'on est au minimum à 60-70% de ma pratique tourne autour de l'activité sportive du cheval. Et c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Je pense que ça plaît aux différents entraîneurs, ça plaît aux différents cavaliers. Parce que avant toute chose, je pense que c'est complémentaire d'une approche de la médecine vétérinaire et que ça permet d'aborder des choses qui ne sont pas forcément vues par les praticiens qui n'ont pas cette vision des choses et d'aller potentiellement un petit peu plus loin, un petit peu plus profond et de tirer, je crois, le meilleur du cheval parce que certains éléments, notamment assez techniques, je vais prendre la discipline du dressage par exemple, où on cherche à faire des choses qui sont un peu contraires à l'anatomie ou à la biomécanique du cheval et qui développent du coup des petits bobos ou des gros bobos selon les cas qui sont parfois très, très pointilleux. Et cette approche associée au méridien et à l'énergie vitale va nous permettre de tirer, je pense, le mieux de ce qu'on peut du cheval. Alors, est-ce que c'est douloureux? La question est oui et non. C'est très individu dépendant. Si je prends par exemple le cas d'un cheval de chez Audrey, c'est pas mon grand copain, très clairement, parce que je crois que le cheval est un peu sensible. Et pour lui, c'est vrai que le point de ponction est jamais très agréable. Donc il y a de la douleur, on pénètre quand même des tissus, on pénètre la peau qui est innervée, donc ça peut provoquer de la douleur. Après, certains la tolèrent mieux, d'autres la tolèrent moins bien. Et ça, c'est un peu valable aussi pour les humains. Ça va aussi dépendre de la réactivité du point qu'on pique. Un point qui est douloureux, il est douloureux. Donc évidemment, quand vous piquez ce point, on peut avoir une réaction du cheval. L'idée, c'est dans ces cas-là d'aller plus ou moins assez vite, histoire que ça se passe rapidement et sans encombre. Et puis après, la douleur peut être un peu variable au cours de la séance. Si vous discutez avec des gens qui ont eu des personnes, des humains qui ont subi des séances d'acupuncture, ils vous diront qu'à un tel moment ils ont senti un picotement, ou à un tel moment ils ont senti une compression, ou à tel moment ils sentent rien. Voilà, c'est très aléatoire. J'ai eu comme ça, je me souviens d'une séance assez marquante sur une jument que j'ai traitée pour des troubles digestifs assez sévères. Qui avait des gros ballonnements qui étaient vraiment très inconfortables.
et où cette jument, finalement, était assez tolérante à la ponction. Donc, le fait de mettre les aiguilles la dérangeait pas du tout. Par contre, au bout de, je dirais, 2 à 3 minutes, il y a eu ce qu'on appelle le déchi, donc c'est quand les énergies se remettent vraiment à circuler et arrivent sur les points de ponction notamment, et où l'intensité peut être visiblement assez intense, puisque cette jument s'est mise debout dans sa stalle et a royalement tout cassé. Bon, pas de panique dans ces cas-là, on laisse faire, on maîtrise la situation, on ne dérange pas le cheval, et puis on le laisse se poser. Et puis finalement, la séance s'est terminée comme ça. Je crois qu'il devait lui rester 2 ou 3 aiguilles sur la dizaine que j'avais pu mettre. Et puis je l'ai laissé terminer comme ça. On a rentré la jument qui était relativement sereine finalement. Et tout ça pour que, je pense 2 jours plus tard, la cavalière m'envoie un message en disant qu'elle n'avait pas pu sangler le cheval avec la sangle habituelle et qu'elle avait dû reprendre une sangle beaucoup plus courte. Donc tout ça pour dire que finalement la séance avait été très courte, mais très intense et que ça avait très bien marché. Donc la douleur, c'est assez variable. Ça va aussi dépendre du type d'aiguille qu'on peut utiliser, des grosses, des petites, des longues, des plus courtes. Et puis il y a des aiguilles siliconées ou non siliconées. Ça dépend aussi du praticien, je pense, évidemment. Je pense que je faisais un peu plus mal aux chevaux il y a 6 ans, quand j'étais plus hésitant que maintenant, où je sais ce que je fais, je pique là où je dois piquer. Et donc voilà, pour ce qui est de l'aspect douloureux de la chose. Donc, la douleur, de nouveau, c'est très aléatoire. J'ai eu, je pense, jusqu'à présent, très peu de chevaux que j'ai pas pu piquer. Et j'essaie toujours, dans les cas où c'est difficile pour le cheval d'accepter les aiguilles, de trouver des alternatives, commencer par un petit peu d'acupression, utiliser des points qui sont plus facilement accessibles, histoire d'être en sécurité aussi. Mais globalement, je dirais que sur 6 ans maintenant, et je dirais peut-être certainement les 2 ou 3 000 sessions que j'ai pu faire, voire plus, je ne sais pas vraiment, mais voilà. Je dirais qu'il doit y avoir peut-être 10 chevaux où j'ai pas pu travailler. Pour le reste, voilà, il faut essayer d'être serein, il faut essayer d'être calme, il faut faire ça dans le respect du cheval aussi. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une connexion avec le cheval qu'on traite. Il faut parfois être malin, mais globalement ça se passe quand même très bien. Les chevaux acceptent vraiment ça, et au-delà d'accepter, on voit vraiment que pendant la séance, ils en tirent vraiment un bienfait. Beaucoup de chevaux ont tendance vraiment à s'apaiser, à mâchouiller. Tout ça, c'est des signes qui sont importants pour nous en tant que praticiens, pour l'évaluation du travail, de la qualité du travail. Et donc c'est vraiment, voilà, globalement, ça se passe relativement très bien de manière générale. Mais voilà, il y a toujours des cas un petit peu plus compliqués. Alors comment ça marche l'acupuncture? Donc l'idée de l'acupuncture, c'est donc basé sur l'énergie vitale qu'on va appeler le chi, qui s'écrit QI, et qu'on prononce chi. Et cette énergie vitale, il faut qu'elle circule. Il faut qu'elle circule de manière homogène, de manière fluide et de manière plus ou moins permanente. Il y a des cycles. Et à partir du moment où cette énergie vitale est perturbée, elle se met à moins bien circuler. Et c'est dans ces cadres-là qu'on voit apparaître des symptômes qui peuvent être divers et variés, une perte d'appétit, de la diarrhée, des troubles de la locomotion. Et donc cette énergie vitale, l'idée c'est qu'elle soit en équilibre, et pour l'équilibrer, on va utiliser donc nos petites aiguilles, puisqu'ici on parle vraiment d'acupuncture pour équilibrer tout ça. Et ces aiguilles d'acupuncture sont donc piquées au niveau des points d'acupuncture. C'est quoi un point d'acupuncture? C'est un endroit du corps où il y a pas mal de tissus électriques, et il y a d'ailleurs des appareils qui permettent d'identifier ces points
Alors, nous, sur le plan évidemment anatomique, on sait où ils se trouvent, donc voilà, et puis après ça se palpe, hein, avec l'expérience. Au début, c'est pas facile évidemment de les trouver, mais avec le temps, on fait toujours la même chose, et puis sur le plan anatomique, on a nos repères, donc on sait là où on pique. Et ces points d'acupuncture, du coup, qu'est-ce qui se passe quand ils sont stimulés avec les aiguilles? Bah, c'est qu'ils envoient une information. Ils envoient une information où? Jusqu'au cerveau. Et cette information est interprétée par le cerveau, et du coup, on sait très bien que c'est ce cerveau qui nous donne les ordres. Hein. Si on fait un mouvement, c'est le cerveau qui l'a décidé. Et du coup, le cerveau dit à l'organisme, écoute, maintenant, tu dois faire les choses un peu différemment, donc nous, on est là pour t'aider. Donc, c'est ça l'idée de l'acupuncture, c'est on aide le corps à aller mieux en envoyant un message jusqu'au cerveau. Ce message, du coup, c'est par la stimulation des points. Cette stimulation des points, par des aiguilles de taille qui peuvent être diverses et variées, des longues, des courtes, des plus épaisses, des aiguilles à injection. Une des techniques qu'on peut utiliser pour stimuler un point, c'est de piquer et par exemple de laisser sortir un petit peu de sang, ce qu'on appelle le bleeding, hein, et qu'on va utiliser notamment pour les douleurs ostéo-articulaires, hein, qui peuvent être plus ou moins sévères. Effectivement, donc, là c'est important, en médecine humaine, les gens parlent, les gens disent j'ai mal à gauche, j'ai mal à droite, j'ai des diarrhées, j'ai des nausées, j'ai ce genre de choses. Nous, en médecine vétérinaire, malheureusement, on n'a pas ces infos. Alors, on les obtient évidemment via l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, c'est le relevé d'informations par le propriétaire. Et donc, cette anamnèse va déjà nous orienter. Des troubles digestifs, par exemple, des douleurs d'estomac, des antécédents, hein, s'il y a eu des gastroscopies, ce genre de choses qui ont révélé des problèmes d'ulcère gastrique, par exemple. Donc on a cette anamnèse, et qui est évidemment très importante. On va essayer d'aller le plus loin possible. Alors évidemment, dans les chevaux, c'est pas toujours simple, hein. On ne vit pas en permanence avec eux. Pour certains, ils vivent majoritairement en prairie, donc savoir s'ils sont bien fait caca ou bien fait pipi, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais voilà, on essaie d'aller le plus loin possible. Un élément important de l'approche avec le cheval, c'est évidemment le scanning. Donc le scanning, c'est quoi? C'est on va à l'aide des doigts, on peut utiliser les doigts, mais voilà, à la fin d'une journée, ça devient un peu compliqué. Quand on en fait 10, il faut parfois mettre de la pression, ça peut faire mal. Donc, on va essayer de s'aider de différents ustensiles. Moi, par exemple, dans mon cas, j'utilise un capuchon d'aiguille, d'aiguille d'injection, pour aller stimuler les zones du corps sur l'ensemble du cheval. On va commencer par la tête, on va aller sur l'encolure. On va stimuler les points qu'on connaît comme étant diagnostic locomoteur par exemple, mais également diagnostic pour de la médecine interne. Et donc on stimule ces points et on observe les réactions. Et c'est vraiment un élément important du cheval parce que ça fait partie intégrante du diagnostic. Ce qu'on n'a pas forcément par exemple chez le chien ou chez le chat. Alors on va aller évidemment sur le dos des chiens et des chats, on va les palper ce qu'on appelle les back shoe points, les points diagnostiques pour différentes choses. Mais par contre, sur le plan locomoteur, par exemple chez les chiens, les chats, c'est un peu plus délicat, on n'a pas vraiment de signification. J'ai eu l'occasion de discuter de ça avec une collègue qui fait chien et chat à la fois passée et qui me disait tu as quand même un peu cette chance avec les chevaux, c'est au niveau locomoteur d'avoir vraiment cette spécificité. Et donc voilà, on attache une importance pour moi qui est capitale dans le diagnostic à ce scanning et qui permet d'établir le diagnostic, ce qui est donc un petit peu différent. Chez les humains, on n'a pas non plus ce type de choses. Alors évidemment, on va aller palper ce qu'on appelle les points HI. Donc les points HI, c'est les points qui sont réactifs et qui de toute façon seront piqués à un moment ou à un autre. Donc voilà.
la différence un peu majeure. Pour ce qui est du diagnostic, on va aussi s'aider avec ce qu'on va, la palpation des poux. On va palper les poux à gauche, à droite, voir un petit peu ce qui est plus fort, ce qui est plus faible. Est-ce que le pot est très fort? Est-ce qu'il est très faible? Et on va aussi regarder la langue. La langue, c'est vraiment partie intégrante du diagnostic, elle aussi, parce que ça contient les informations du corps en direct. Et donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? Une grosse langue, une petite langue, une langue qui est colorée. Alors, une couleur normale, c'est un rose qui est plus ou moins pâle. À partir du moment où la langue est, par exemple, mauve, ou qu'elle a un duvet jaune, ou qu'elle est en rouge, avec des muqueuses rouges, ben voilà, les diagnostics commencent à s'orienter déjà à la vision de tout ça. Donc, moi, dans mon approche, c'est pour le diagnostic et la prise en charge du cheval. Ce qui est important avant toute chose, c'est l'anamnèse. Donc, je commence toujours par ça. Je discute, je regarde un peu ce qui se passe sur le cheval. Est-ce qu'on a des régions où on a une fonte musculaire, par exemple? Est-ce qu'on a des pieds criques qui sont craquelés? Est-ce qu'on a une peau qui est sèche? Est-ce qu'on a un cheval qui fait de la dermite, par exemple? Donc tout ça, c'est vraiment important. Ensuite, ce que j'aime bien aller faire, c'est d'aller voir les poux, et puis la langue, et je termine par mon scanning. Et tout ça, mis l'un avec l'autre, va me créer mon diagnostic. Et évidemment, après, en fonction du diagnostic, on pose les aiguilles et on donne les conseils éventuellement alimentaires et ce genre de choses pour que le cheval se porte au mieux. Disons que ça peut prévenir de beaucoup de choses. La médecine chinoise, avant toute chose, c'est une médecine effectivement donc de prévention. Mais si vous allez dans les pays asiatiques, on fait plutôt ça quand tout va bien, alors que quand tout va mal, c'est problématique. Alors il y a un peu des historiques comme quoi on fait payer ou pas payer en fonction de si on va bien ou on va pas bien, en tout cas dans ces pays asiatiques. Prévention de quoi? Prévention de troubles locomoteurs, par exemple. Prévention de troubles digestifs. Et là, c'est important, évidemment, dans le cadre des ulcères gastriques, d'avoir avant toute chose un bon environnement, éviter les sources de stress et une alimentation évidemment optimale, mais avec les aiguilles, on va essayer d'apporter le vrai plus nécessaire pour que la récurrence de ces problèmes digestifs et gastriques notamment ne reviennent pas. Pourquoi est-ce que c'est intéressant en termes de prévention? C'est que donc on parle d'énergie et il faut que ces énergies soient maintenues en équilibre. Et à partir du moment où ces énergies sont maintenues en équilibre, on a beaucoup moins de risques de développer des troubles plus tard. J'ai eu un cas à ce sujet vraiment hyper intéressant. C'est un jour, je suis chez une cliente qui me demande de voir son cheval. Et bon, voilà, il y avait eu des complications avec la maréchalerie et ce genre de choses. Et voilà, c'était une consultation de suivi. Et je fais mon examen, je fais mon scanning, j'évalue un peu la situation. Et c'est un cheval que je connaissais très bien, je l'avais déjà vu, je pense, certainement 4-5 fois. Et qui habituellement présentait plutôt des troubles sur l'arrière-main, et qui n'était pas du tout sujet à d'autres soucis, parce que c'est un cheval assez ulcéreux. Donc, les problèmes d'ulcère ont en général des répercussions sur les postérieurs, puisque les méridiens liés à l'estomac partent du bout du pied et remontent dans la jambe, donc on peut avoir plus de problèmes au niveau des gracets notamment. Et donc c'était un cheval qui souffrait beaucoup des gracets. Et finalement, je vois ce cheval et ce jour-là, pas de souci à ce niveau-là. Bon, ok. Donc je fais mon scanning et là, ce cheval m'indique, en tout cas avec la réactivité des points diagnostiques, que la région tendineuse est plutôt pas très rassurante, surtout pour un cheval que je connaissais. Et
mon conseil à l'époque à cette cliente, ça a été de lui dire, écoute, si tu peux avoir vite un contrôle sur cet antérieur, ce serait pas mal. Je crois qu'il ne s'est même pas passé 2 jours. Le lendemain, il y avait un vétérinaire qui passait à l'écurie. Et donc elle dit, est-ce que vous voulez bien regarder mon cheval? Le vétérinaire me dit, oui, bien sûr, pas de souci. Il regarde bouger le cheval. Et la cliente lui dit, voilà, le cheval a eu une séance hier d'acupuncture et l'acupuncteur trouvait une sensibilité dans l'antérieur gauche. Le vétérinaire il dit, non, je vois rien. Voilà, donc elle dit, il y a quelque chose. Toujours est-il que finalement le vétérinaire décide de faire une écho et fort heureusement il fait l'écho et on trouve un début de tendinite sur l'antérieur. Et donc c'était vraiment très intéressant parce que finalement il n'y avait pas de répercussions cliniques, mécaniques, mais par contre il y avait définitivement bien quelque chose. Et le fait d'avoir fait ce scanning et l'examen la veille, je pense, nous a permis à l'époque à ce cheval d'éviter potentiellement une grosse tendinite. Le cheval était mis au repos, je l'avais soigné la veille. Il y a eu une adaptation dans le ferrage, évidemment. Et toujours est-il que 15 jours plus tard, on recontrôlait et que la lésion était partie. Et le cheval a pu reprendre son activité. Donc, je pense que c'est un des cas qui m'a fort marqué, en tout cas, dans cette approche de la prévention des problèmes. Comment est-ce qu'on doit espacer le suivi? C'est-à-dire si on est amateur ou si c'est des choses de plus grosse. Alors c'est vraiment pour moi une très bonne question et c'est en même temps une question qui est complexe parce que un cheval n'est pas l'autre, un cavalier n'est pas l'autre, un entraîneur n'est pas l'autre et qu'on a chacun nos propres problèmes et qu'on peut avoir des problèmes qui reviennent un peu plus souvent et d'autres qui reviennent un peu moins souvent. Classiquement, quand je suis appelé pour un cheval avec lequel le propriétaire a un problème avéré et qu'il n'a pas de solution, la première prise en charge va être constituée de plus ou moins 3 séances. On va donc faire la première séance, on répétera une seconde séance, je dirais 15 jours, 3 semaines en fonction de ce qu'on peut voir. Et puis après, potentiellement, on fait une 3e séance 6 semaines plus tard. Alors un suivi purement classique, théorique, une fois qu'on a pris ce cheval en charge, c'est de faire une séance tous les 3 mois. Alors pourquoi tous les 3 mois? Parce que la médecine chinoise, en tout cas le concept d'énergie vitale, est en lien avec les saisons. Et donc on sait très bien qu'on a 4 saisons par an. Et que donc tous les 3 mois, il a lieu de faire un rééquilibrage. De nouveau dans cette idée de prévention. Alors on arrive sur de la prévention une fois qu'on a bien rééquilibré le cheval. C'est ça aussi qui est important. Tant que le cheval a des problèmes, il faut continuer à le traiter. Une fois que le cheval n'en a plus, on est plutôt sur effectivement un principe de prévention. Donc ça, c'est un suivi qui est plutôt classique. Après, il est évident que pour un cheval de sport de plus ou moins haut niveau, pour moi, clairement, une séance tous les 3 mois, c'est pas suffisant. J'ai tendance à penser qu'un suivi mensuel pour un cheval de sport de haut niveau me semble plus que nécessaire. Alors après voilà, ça peut être combiné avec une médecine vétérinaire conventionnelle, occidentale de par ici. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Là, si je prends mon cas, récemment j'ai eu l'occasion d'intervenir sur des chevaux de CSO dans une écurie ici en Belgique où la propriétaire m'a demandé de passer voir les chevaux une fois par mois. Donc je trouve ça très bien. Et au-delà que moi je passe une fois par mois, la vétérinaire de l'écurie également passe une fois par mois également.
Donc là, voilà, c'est un petit peu au besoin, c'est un petit peu à la demande, et il n'y a pas vraiment de choses préétablies pour ces cas-là, quoi. C'est très très vague, évidemment. On peut vraiment traiter beaucoup de choses qu'on rencontre de manière finalement assez récurrente, aussi bien pour moi que pour mes collègues plus conventionnels. Je dirais que dans ma pratique au jour d'aujourd'hui, les soucis locomoteurs ou en tout cas biomécaniques, ça doit représenter certainement 70% de mon travail. Et puis après, on peut tout à fait bien sûr faire de la médecine interne. J'entends par médecine interne les troubles respiratoires, hein, qui sont de plus en plus fréquents, les troubles digestifs. J'entends par troubles digestifs évidemment les ulcères gastriques notamment, en tout cas les problèmes gastriques, mais également les diarrhées chroniques, les chevaux qui sont à tendance mince de manière chronique également, les troubles de la dermatologie, et un sujet qui est de plus en plus fréquent également, c'est tout ce qui va être lié aux hormones chez les juments. Et donc ces problèmes d'hormones chez les juments sont vraiment très agréables à traiter, avec la médecine chinoise, parce que c'est des cas qui répondent en général très très bien. Et si je reprends par exemple mon commentaire de ce début de session, où je disais que j'avais pas pu traiter les chevaux, malheureusement c'est souvent des juments de ce type. Et donc ça fait partie des cas où j'ai pas eu de résultat parce que je pouvais pas piquer comme je le voulais. Mais les troubles hormonaux chez les juments sont vraiment très fréquents. Je pense que là on rentre dans la saison. Ce qui est important, c'est que dans 2 ou 3 jours, je ne sais plus la date exacte, mais on rentre dans le printemps chinois, et donc là on va commencer à revoir ressurgir tous ces problèmes hormonaux chez les juments. Et donc ça, c'est vraiment des cas que je traite très fréquemment dans ma pratique, et que j'aime finalement bien traiter parce qu'on a en général des très bonnes réponses sur ces cas-là. Qu'est-ce que finalement on ne peut pas traiter avec l'acupuncture ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas traiter ? J'ai envie de dire ce qui n'est pas traitable, mais ce n'est pas une réponse. Moi, je ne vais pas m'attaquer, par exemple, à tout ce qui va être tumoral, ce genre de choses. Alors, quand j'entends tumoral, ça va être tout ce qui va être les mélanomes, hein, notamment chez les chevaux blancs, les chevaux gris. Je sais que ça se fait. Moi, personnellement, je suis pas partisan de le faire. Je laisse ça aux chirurgiens. Je pense que c'est bien plus professionnel pour la santé de ces chevaux-là. Voilà. Pour le reste, contre-indication, on n'en a pas vraiment, si ce n'est évidemment les juments gestantes, par exemple. Là, il faut être un petit peu vigilant. Donc, c'est décrit, hein, il y a des points, notamment en médecine humaine, qu'on doit éviter, hein, si on a une maman gestante, ou en tout cas une jument gestante. Donc voilà, sur les juments gestantes, moi je suis toujours assez vigilant. Si je peux ne pas les embêter, je ne les embête pas. Si c'est indispensable, on essaye de s'adapter, et si on doit vraiment utiliser certains points, voilà, c'est une discussion qu'on doit avoir avec le propriétaire à ce moment-là. Mais donc voilà, jument gestante. Alors, je pense que pour les très vieux chevaux, c'est un bon accompagnement, mais là aussi, il faut être vigilant, hein, de l'état de santé du cheval, et voir si le cheval n'est pas trop loin, parce que bon, ça peut permettre au cheval d'aller un peu plus loin, mais voilà. Il y a des contre-indications, non. Est-ce qu'il faut faire attention? Bien sûr. Ça reste toujours un corps étranger, hein, qu'on met dans un organisme. Donc on a beaucoup de points qui se situent dans des régions anatomiques où notamment on va
infiltrer les chevaux. Donc là, évidemment, on fait attention, hein, on essaie de voir s'il n'y a pas de distension articulaire, on ne met pas les aiguilles trop profondes non plus. Donc il faut être vigilant, je pense que c'est un élément important. Il faut connaître son anatomie. Et voilà, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Ça arrive, mais je pense que quand on connaît l'anatomie, ça donne quand même un plus. Hein, et je pense que dans ce cadre-là, c'est important de savoir que tout acupuncteur, en tout cas digne de ce nom, est censé être un vétérinaire diplômé. Et qu'il y a quand même du coup un peu cette assurance de la personne qui connaît l'anatomie, qui a potentiellement pratiqué la médecine vétérinaire occidentale, et donc voilà, c'est important d'avoir ces éléments-là pour bien pratiquer son métier. Voilà, il faut être vigilant à ça. Est-ce qu'il peut y avoir des complications en acupuncture? Oui, je pense qu'une des complications qui peut être embêtante, c'est une aiguille qui casse. Donc ça, il faut faire attention aussi. Est-ce que c'est pour autant dérangeant? On n'en sait rien. Même si finalement, c'est comme si une aiguille qui casse, c'est comme si elle stimulait le point en permanence. Donc voilà, j'ai eu cette discussion avec un prof il n'y a pas très longtemps qui me disait, écoute, moi j'ai laissé l'aiguille, on n'a pas chipoté, et le cheval va bien. Donc voilà, bon, après je pense que j'aurais peut-être pas le même discours si ça devait m'arriver, mais voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bah déjà, voilà, de nouveau, l'élément qui est important, c'est de savoir que sur le plan théorique, un acupuncteur, en tout cas vétérinaire, c'est un vétérinaire diplômé, et donc qui a ses connaissances d'anatomie, qui a ses connaissances de physiologie, de pharmacologie et de ce type de choses. Et puis après, il y a différentes écoles pour se former en médecine vétérinaire chinoise et en acupuncture, donc. Et là, voilà, je veux dire, les écoles se valent. Je pense qu'elles ont des enseignements qui sont un petit peu différents. Après, comment reconnaître un bon, un mauvais? Je pense que c'est la qualité des soins qui fait qu'on est bon ou qu'on est mauvais. Dire qu'un tel est mauvais, ou c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, ce qui est important, c'est on est vétérinaire, et ça, je crois que c'est déjà pas mal comparativement à la médecine humaine. Et qu'après, voilà, je veux dire, je pense que les gens qui m'appellent aujourd'hui, c'est des gens qui m'appellent parce qu'ils ont eu mon numéro, parce que les chevaux que j'ai soignés de telle personne ou telle personne vont bien, et que ces personnes sont contentes. Et je crois aujourd'hui que si je travaille avec Audrey, c'est parce que ça se passe bien, et que parce que mes soins sont probablement de la qualité qu'elle souhaite. Donc voilà, parce que c'est la pratique et comment ça marche sur le terrain qui est important. Alors, une autre question, mais ça c'est moi. C'est Ouais. Où en sont les recherches scientifiques? Où en sont les recherches Que scientifiques? ça soit humain ou équin. Alors, les recherches scientifiques sont plus que présentes. Aujourd'hui, autant, voilà, je pense qu'un peu comme toute médecine, l'acupuncture, elle est née un petit peu du hasard, hein, c'est évident. Mais si on prend les vaccins, c'est du hasard. Si on prend un tas d'autres traitements, c'est du hasard. Je vais prendre le cas de ma compagne qui est dermatologue pédiatrique et qui a fait une spécialisation à Bordeaux. Et une de ses chefs du service là-bas a découvert un traitement pour les mangiomes complètement par hasard en donnant des médicaments pour le cœur, parce que c'était des patients qui étaient cardiaques et qui étaient suivis pour ça. Et ils se sont rendus compte que les hémangiomes disparaissaient. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Mais voilà, donc je veux dire, il y a aussi du hasard dans la médecine. Mais aujourd'hui, on essaie de ne pas laisser tout ça au hasard et effectivement de faire des recherches. Il y a des recherches tous les jours, il y a des recherches un peu partout dans le monde sur la médecine chinoise. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à prouver l'existence des AD1. Par exemple, si on prend les Méridien, leur existence a été prouvée par imagerie médicale avancée. Tout ça, on connaît aujourd'hui. On sait par exemple que le trajet d'un méridien est connu
Comment est-ce qu'on a fait ça? On a injecté des produits de contraste dans des points bien connus d'acupuncture et on a pu observer que ces produits de contraste se faufilaient dans les méridiens en fait. Ce qui n'est pas le cas si vous injectez un produit de contraste hors d'un point d'acupuncture. Donc déjà on a cette preuve-là. On étudie aussi l'association de molécules thérapeutiques injectées dans des points d'acupuncture. On essaye d'observer leurs effets, par exemple des produits d'anesthésie ou d'analgésie injectés dans certains points. Est-ce que ça nous permet de réduire les doses ou pas? Est-ce que c'est la même chose? Et donc tout ça est bien connu, c'est étudié par des scientifiques de renom. Et donc aujourd'hui, on a toutes ces preuves effectivement que ça fonctionne et on continue à avancer. Je pense que la recherche n'est pas prête de s'arrêter. On est probablement dans une période assez importante pour, en tout cas nous les praticiens en médecine chinoise, parce que c'est vraiment intense. J'ai une prof qui vient de faire une thèse de doctorat, voilà, sur l'utilisation de l'électroacupuncture en analgésie. Enfin voilà, donc, tout ça est étudié. Et ça, on n'a pas fini de tout étudier. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Dans des revues médicales, scientifiques notamment. Le premier qui me vient à l'idée comme ça, c'est l'American Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine. Donc ça, c'est vraiment des revues qui sont scientifiquement reconnues sur le plan mondial et dans lesquelles on peut retrouver toutes ces infos pertinentes et intéressantes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut tout à fait combiner les différentes approches donc d'une médecine occidentale et d'une médecine chinoise. Est-ce qu'on va diminuer, réduire? Je le pense, très clairement. Je pense que si on prend par exemple les chevaux de chez Audrey qui sont suivis par moi, je pense quasi exclusivement, et les autres partenaires qui sont le physio, l'ostéopathe, en tant que vétérinaire, je dis entre guillemets, je pense que je suis le seul intervenant chez les chevaux d'Audrey, et on constate qu'on peut très bien s'en sortir sans soins. Est-ce qu'on doit pour autant tout éliminer? Certainement pas, c'est pas là mon discours. Il y a des gens qui vont toujours chercher à aller plus loin, il y a des gens qui voudront favoriser un suivi à deux directions, il y a des gens qui voudront plutôt privilégier la médecine occidentale, il y a des gens qui vont privilégier l'acupuncture. Voilà, mais j'ai là aussi une expérience qui me vient en tête d'un client que j'ai vu en fin d'année et qui me disait, écoute, voilà, ça fait maintenant, je pense, 2 ans que tu viens à la maison, on est vraiment très content. Et je me souviens qu'une des premières fois, ou enfin en tout cas au début que j'allais chez lui, il me disait, tu sais, le veto, il est un peu, voilà, il trouve qu'il vient moi, il me l'a dit, voilà. Donc je pense que effectivement on peut réduire les soins d'infiltration, de mésothérapie. Est-ce qu'on doit les éliminer? Certainement pas. Et ça, je pense qu'il faut le laisser à l'appréciation du propriétaire, du cavalier, de l'entraîneur. Voilà, chacun fait, je pense, comme il veut. Si je suis intervenant dans une écurie où il y a un veto qui fait les soins, moi, il n'y a pas de problème. Si je suis le seul intervenant, il n'y a pas de problème non plus. Et quand on doit discuter, on discute. Et s'il y a lieu de faire des soins, on fait des soins. Et s'il n'y a pas lieu de faire des soins, eh bien, on ne fait pas de soins. Mais voilà, j'ai différentes approches. Pour synthétiser, Audrey, où il n'y a pas d'intervention extérieure, j'ai des écuries où je vais et où je ne fais que ça, et puis j'ai des écuries où je vais occasionnellement aussi, parce que, par exemple, le veto n'arrive pas à trouver une solution pour tel ou tel cheval. Là aussi, je me souviens d'un cas où j'avais été appelé, et où c'était la groom qui me connaissait, et puis finalement, il tournait autour du pot avec un cheval, une très bonne jument qui sautait les cycles à l'époque, et qui après 3 ou 4 mois dans sa nouvelle écurie commençait à ne plus aller bien, jusqu'à un tel point qu'elle en était devenue boiteuse, et où je crois qu'il y avait eu déjà beaucoup de soins sur cette jument,
Et bref, j'arrive à l'écurie et c'était au début de ma pratique, donc c'était pas évident parce que le cas était, en tout cas à l'époque pour moi, il était complexe. Mais toujours est-il que je soigne cette jument qui était vraiment pas bien sur ses jambes à l'époque. Et je crois que peut-être pas le week-end qui a suivi, mais le week-end d'après, elle sautait et elle gagnait son épreuve. Donc voilà. Et il y a, je pense, différentes approches pour bien intégrer la médecine chinoise et l'acupuncture dans une écurie de chevaux de sport. Je pense que c'est préférable. C'est toujours mieux. Le travail en équipe est toujours mieux, je crois. Est-ce que c'est indispensable? Non, je crois qu'on est des professionnels qualifiés, on sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on traite. Pour ma part, je pense que s'il y a un suivi par un véto conventionnel, et moi, si j'ai des infos pertinentes sur le plan, je prends radiographique par exemple, ou échographique, ou ce genre de choses, je ferai mieux mon travail. C'est évident. Est-ce que c'est indispensable? Non, c'est pas indispensable. Je pense que c'est toujours un peu compliqué aujourd'hui. L'approche de la médecine chinoise est encore un petit peu critiquée, hein, donc voilà. Mais je pense que ça va évoluer. Je pense que ça évoluera et qu'un jour ou l'autre on pourra avoir des discussions entre professionnels. Ça se fait d'ailleurs déjà beaucoup plus, notamment dans les pays d'Amérique, hein, où ils sont quand même à ce niveau-là plus en avance sur nous. Et donc, vous rencontrez souvent un praticien en médecine chinoise dans les grottes, dans les gros centres, dans les grosses cliniques de là-bas. Et je crois que ça va continuer d'évoluer. Mon expérience sur la dermite, assez importante, je pense, parce que on en rencontre beaucoup. Maintenant, les cas de dermato ne sont pas forcément les cas les plus simples, dans le sens où ça reflète, la peau reflète un état de notre organisme finalement. Et qui dit dermite dit beaucoup de diagnostics possibles en médecine chinoise. Et en fonction du diagnostic, ben évidemment, ça va pas être forcément. Les résultats vont pas toujours être les mêmes, ou en tout cas vont pas toujours arriver à la même vitesse. Je prends le cas d'un étalon que j'avais soigné à l'époque, qui était très dermiteux, hein, comme on va l'appeler, et qui vivait ça vraiment très mal, avec une couverture de la tête aux pieds. Et j'ai traité ce cheval, je pense, une fois, et ça a été radical pour lui, parce que je crois que 3 ou 4 jours après, il n'y avait plus de couverture. C'est fini, on n'en parlait plus. Et je continue à aller chez cette dame, et j'ai jamais revu le cheval pour ça en tout cas. J'ai continué à le voir par la suite, mais pour ça, jamais. Donc voilà, et puis après, il y a des cas plus complexes, hein, tout ce qui va être plutôt chronique, ça prend toujours un peu plus de temps à traiter. Et de nouveau, les diagnostics qui sont liés à la dermite en médecine chinoise sont quand même très nombreux. Donc parfois, mettre le doigt sur le diagnostic dès le premier rendez-vous, c'est pas toujours évident. Donc, les séances doivent se répéter. Je pense qu'il y a une grosse part d'alimentation aussi dans ces problèmes. Et je crois qu'il est important d'associer à la prise en charge en acupuncture de la pharmacopée chinoise. Et donc ça, pour le coup, c'est encore un domaine dans lequel je dois travailler, je dois progresser. Mais c'est très complexe à étudier, donc voilà, chaque chose en son temps. Mais la dermite, ça se traite en acupuncture, ça se traite en médecine chinoise, et ça apporte de très bons résultats. J'allais enchaîner là-dessus, j'allais dire, voilà, les soucis respi, c'est un peu pareil. Ce qui est important, évidemment, dans tout ça, c'est que un des organes qui protège notre peau, c'est finalement le poumon. Et donc, on peut souvent retrouver le poumon comme étant un des éléments dans le tableau clinique d'une dermite.
mais on peut en trouver plein d'autres. Donc voilà. Mais bref, les soucis de poumon, c'est un peu pareil. C'est complexe. Hein. Évidemment, si on a un problème de poumon, on va penser à traiter le poumon, ça c'est évident. Mais il y a un tas d'autres choses qui peuvent provoquer des soucis de poumon. Hein. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est complexe comme la dermite. Est-ce que ça se traite? Oui, ça se traite. Je pense qu'à une certaine, en tout cas, à l'époque où j'ai commencé, ça m'a fait avoir pas mal de clients. Parce qu'effectivement, j'allais dans des écuries où on avait pas mal de problèmes de tout. Je pense qu'on en a eu chez toi aussi, chez Audrey, il y a un petit temps là. Et on a pu prendre tout ça en charge. Donc oui, de nouveau, c'est complexe. Il ne faut pas oublier la gestion de l'environnement, hein, c'est hyper important. Donc là, je fais référence à mes connaissances de médecine vétérinaire, qui disent aussi, ok, l'environnement est hyper important pour gérer les problèmes respiratoires. Donc, la prise en charge acupuncture, oui, certainement. La propreté des installations d'une écurie, encore plus. Un foin de qualité, encore plus. Et une alimentation adaptée. Donc oui, les problèmes respiratoires, ça fait partie intégrante de ma pratique aujourd'hui. Je dirais que c'est de voir le bien-être que ça procure au cheval, je pense, parce qu'on le voit, on le sent, les cavaliers le disent, les entraîneurs le disent. Je vais revenir sur une dernière expérience du coup d'un cheval que j'ai vu en fin d'année dernière et le propriétaire m'a appelé en me disant écoute, il a eu des soins, c'est mieux mais c'est toujours pas idéal, donc voilà, bref, j'interviens sur le cheval et puis je constate que le cheval va de mieux en mieux avec les soins et il en avait besoin. C'est un cheval qui fait un peu la monte et voilà, c'est un peu compliqué. La fin de l'été dernier avait été un peu intense pour lui. Et bref, et puis le cheval va en compétition et ça se passe très bien. Et puis le cavalier m'interpelle en me disant écoute, je pense que depuis que tu viens à la maison, il n'a jamais été comme ça. Et donc ça c'est vraiment très réconfortant pour moi. Le mot de la fin, c'est que je suis un amoureux du cheval et que pour moi leur bien-être c'est le plus important. Et je crois qu'avec l'acupuncture et un suivi médecine chinoise, on peut vraiment leur apporter ce petit plus, aussi bien physique que mental. Et donc voilà mon mot de la fin. Prenez soin de vos chevaux.